Il est 19h33 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Une médecin violemment agressée par des patientes. C'est le sujet dont on va parler maintenant. La professionnelle de santé aurait refusé de prescrire une ordonnance pour une personne qui n'était pas présente au moment du rendez-vous. Le parquet confirme qu'une enquête a été ouverte pour identifier les 2 personnes mises en cause. Alors cette jeune médecin est bien sûr sous le choc. Elle s'est vue prescrire 4 jours d'ITT et n'ose plus, on l'imagine, retourner travailler dans un quartier, Gilles Boutin, où il n'y a déjà quasiment plus de médecins. Est-ce que vous imaginez la situation ? Oui, d'autant plus que, ironiquement, ça va être les mêmes personnes qui vont se plaindre ensuite qu'on les prive de tout dans leur quartier. Ils n'ont plus accès à la santé, plus accès à de quelconques structures censées leur procurer un accès à la culture ou autre. Et en fait, on a affaire à des personnes qui semblent incapables de gérer leur frustration. Je réclame, on ne me donne pas ce que je réclame, je casse, j'agresse. Et il y a une absence totale d'intériorisation des interdits qui nous semblerait élémentaire. Et face à ça, on peut penser effectivement à la réponse pénale. Mais bien sûr. C'est évident qu'elle doit être faite. Mais il y a un problème plus profond. Le problème est beaucoup plus profond et il est tellement abyssal que on est tenté d'être fataliste tant on est démuni en termes de moyens pour y répondre. Ça veut dire qu'on parle d'une médecin, d'une doctoresse. C'est également le cas pour des pompiers, pour les policiers. On n'en parle pas également, qui sont régulièrement visés et victimes d'agressions. Ça veut dire que ces personnes qui sont au service des citoyens, au service des gens, il y a quelque chose qui se passe dans la tête de ces personnes qui se disent que non seulement cette personne est à mon service, mais qu'elle doit faire tout ce que je veux finalement et tout ce que je lui demande. Nathan Devers ? Oui, alors la relation médecin-patient, c'est une relation que Platon a beaucoup étudiée parce que précisément elle échappe à la démocratie. On n'est pas dans une relation de type d'égalité absolue et stricte. Quand je vais chez mon médecin, je ne suis pas un client, il n'est pas un commerçant, même s'il y a une dimension aussi de paiement et donc de gain d'argent pour lui. Je vais chez quelqu'un qui a un savoir que je n'ai pas et qui vient me dispenser son savoir. Et donc, il a une autorité. Et donc, le médecin, il vient rendre un verdict à la manière du juge. Il vient me dire, madame, monsieur, vous avez telle ou telle maladie. Vous avez, oui ou non, le droit d'être en arrêt maladie. Vous avez le droit d'avoir une ordonnance vous donnant accès à tel ou tel médicament. Et ce que j'observe, et je pense que l'agression dont nous parlons est un peu le symptôme, c'est une disparition de la dimension de savoir dans la relation patient-médecin, où on accepte l'autorité du médecin fondée sur la compétence scientifique, au profit d'une clientélisation, d'une ubérisation. Finalement, quand ces dames sont venues chez le médecin, pourquoi elles l'ont agressée ? Elles l'ont agressée parce que la médecin ne voulait pas donner une ordonnance pour une 3e patiente qui n'était pas là. Autrement dit, quand elles sont venues chez le médecin, c'était en état de cliente. Elles venaient pour acheter leurs ordonnances. Et quand le médecin lui dit « Non mais attendez, je ne suis pas une commerçante, je ne viens pas vous vendre des ordonnances. » Vous n'êtes pas client, mais vous êtes patient. Vous êtes patient. Eh bien là, ça leur est insupportable. Et je pense, il y a l'autorité dont vous parlez, mais il y a aussi le pouvoir finalement dont dispose le médecin, qui est celui justement de délivrer une ordonnance. On est dans un pays aussi où il y a un système de santé assez particulier. On a beaucoup de chance d'avoir ce système de santé où l'on rembourse aussi les médicaments. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un médecin a ce pouvoir de délivrer une ordonnance qui va permettre à des gens d'obtenir gratuitement des médicaments. Ça veut dire, et c'est à mon avis la seule limite qui doit exister dans une démocratie, qu'il doit y avoir un pouvoir du savoir. Un médecin n'est pas mon égal. C'est mon égal, il vote, il a le même bulletin de vote que moi. Les citoyens. Mais il n'est pas mon égal dans son rapport au savoir. Et ça, c'est quelque chose qui est menacé par l'agression que vous mentionnez, qui est menacé de manière beaucoup plus large. Regardez le succès d'un site comme Doctissimo. Qu'est-ce que c'est Doctissimo ? C'est un site où, par flemme d'aller chez le médecin, j'écris le problème que j'ai un petit bouton sur la main et il y a des gens qui sont absolument ignorants qui viennent me dire « Monsieur, vous avez un cancer, il faut vous amputer, vous allez mourir demain matin, etc. etc. » On l'a tous fait. On l'a tous fait, bien sûr. C'est le charme aussi de Doctissimo, c'est ce qui rend ce site sympathique, ça nous montre que la vie est très fragile puisqu'on peut toutes les 5 minutes avoir des maladies très graves. Mais ça montre bien qu'on a, dans notre société actuelle, qui est une société où par les réseaux sociaux, par le numérique, nous avons tous une parole publique qui est égale. La hiérarchie qui est impliquée dans la connaissance est une hiérarchie menacée. Et je donnerai un dernier exemple qui est assez contemporain en temps de monkeypox, de variole du singe, qui est précisément dans une épidémie pendant le coronavirus. On voyait très bien que sur les réseaux sociaux,
la parole d'un spécialiste d'immunologie avait autant, voire moins de poids que la parole d'un complotiste qui n'y connaissait rien et qui n'avait jamais fait d'études de médecine. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut interroger sans renoncer à la démocratie. Ce serait gravissime de dire on va donner la parole uniquement aux médecins. Et on posera la question justement au professeur Yves Buisson, qui est épidémiologiste et qui va être avec nous dans un instant. Nous parlerons justement du Mpox, du monkeypox, la variole du singe. Juste une dernière question sur ce sujet, Gilles Boutin, avant de préciser aussi qu'un rassemblement citoyen avait lieu à 18h devant le cabinet médical pour interpeller les autorités. Pourquoi est-ce qu'il est devenu dangereux aujourd'hui d'exercer la médecine de ville dans notre pays? Même chose pour les infirmiers, les pompiers, les policiers, on en parlait? Précisément parce que, comme le disait Nathan, il y a une rupture anthropologique dans le rapport à la personne qui détient un savoir. Et il ne faut mais ça, pas... c'est pour la médecine. Pour la médecine, j'entends, mais la médecine est désormais confondue avec toute autre forme d'autorité. Et même un pompier est considéré comme participant de l'autorité, ce qui est totalement absurde puisqu'il est là pour éteindre des feux ou porter les premiers secours. Et on assiste à cette confusion qui est présente dans énormément d'esprits, et on a pu le voir notamment dans les émeutes, où tout ce qui était représentatif de la présence étatique, mais peu importe si c'était un lampadaire pour éclairer, ou bien une permanence, ou même une école, tout devait être cassé et brûlé. Ça interroge profondément sur le vide abyssal intellectuel des personnes qui se livrent à ces actes parce qu'elles ne réfléchissent pas en réalité. Nous, on peut essayer de les conceptualiser, mais elles, sur le moment, elles n'y pensent absolument pas. Et c'est ça qu'il faut interroger, et la chose à laquelle il faut apporter une réponse. Et on a le sentiment que c'est un travail générationnel. C'est-à-dire qu'il faut reprendre en main tout le monde. Mais ça, c'est extrêmement compliqué, puisque comment gérer des générations entières sans attenter aux principes les plus fondamentaux de respect de la liberté, tant qu'on n'est pas dans une réponse pénale. On ne va pas obliger des gens à aller dans des centres de rééducation alors qu'ils n'ont a priori rien fait de répréhensible. Cependant, au quotidien, il y a ces comportements qui perdurent et qui sont validés par le bain culturel dans lequel ces personnes se trouvent.